Aujourd'hui, j'ai définitivement changé les horaires, le planning de la gym, je ne sais plus où j'habite, ni dans quelle étagère. C'est donc le moment de tout remettre à plat, à l'envers, à l'endroit, et on va le faire avec Christiane Rochefort. Christiane Rochefort, on peut très clairement l'inclure dans la catégorie des queens, ce qui fait donc Christiane et la queen. On continue à partir de là. Moi, j'ai envie de parler d'un texte qui n'est pas très connu, alors il me semble qu'il en circule au moins des versions abrégées, je vais coller ça en description, parce que sinon c'est pas célèbre, enfin c'est pas célèbre, c'est très célèbre, peut-être malgré tout oublié, un drôle de livre qui s'appelle Les enfants d'abord. Je suis très heureuse d'avoir réussi à en obtenir la première édition de 76. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai un petit côté fétichiste collectionneuse. Il n'est pas non plus dédicacé, hein, mais oh, les dédicaces, moi, j'aime bien aussi. Les enfants d'abord. Pour la blague, collection dirigée par Bernard-Henri Lévy, boum. Dans la même collection, Gisèle Halimi, La cause des femmes, 73. Guy Hockenheim, L'après-médéphone, 74. Thierry Lévy, L'animal judiciaire, 75. C'est une bonne collection. Et on est donc chez Grasset. De tous les exprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets. On est donc dans une collection qui s'appelle Enjeu, collection BHL. Ça, c'était un peu la surprise. Mais comme quoi, je vous renvoie au portrait BHL par Usul. Hein, moi, j'en sais pas grand-chose d'autre. Mais vous avez quand même... je crois qu'il est quand même pas possible de dire que BHL a été d'emblée une imposture. En tout cas, il y a eu des raisons au fait que l'imposture a pris, tout simplement. C'est pas ça qui m'intéresse. Christiane Rochefort, on s'en rappelle, c'est quand même une femme essentielle, donc cofondatrice de la cause des femmes, au MLF très tôt, très active, pétitionnaire de renom, et surtout, voilà, ça c'est les trucs où on s'en fout un peu. Elle fait partie des romancières célèbres qui se sont engagées très explicitement et concrètement et quotidiennement du côté des femmes, et qui, en fait, l'a déjà fait avant le moment MLF. On a déjà parlé, alors pas du repos du guerrier, ça je pense que je le ferai un moment. Est-ce que je fais une vidéo sur le repos du guerrier, je sais plus. J'avais fait les petits enfants du siècle, il me semble. Enfin, j'ai déjà parlé de Christiane Rochefort, ça c'est sûr. D'Essence à Sophie, que j'ai adoré. Enfin voilà, et puis là, on continue dans les Rochefort. On pourrait dire qu'elle est demoiselle de Rochefort. Allez, boum. Mais vraiment, mais noyez-moi, noyez-moi. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable, tant d'humour. Une fois qu'on en est là, les enfants d'abord, c'est quoi? C'est une espèce d'essai, on va dire essai faute de mieux, qui permet de parler de quelque chose qui n'est pas connu, à savoir l'oppression des enfants, l'oppression des jeunes. On parle parfois du jeunisme ou de l'adultisme, donc l'oppression des mineurs par les adultes. C'est un peu plus connu par un livre d'Yves Bouchardal qui lui-même a une réputation, on va dire, ambivalente. C'est le minimum. Moi que je connais pas trop, mais à reprendre, qui s'appelle la domination adulte. Je l'ai quelque part, je l'ai jamais lu. La préface est Christine Delphi qui en a fait la promotion. Et je sais plus si elle en avait pris, enfin si elle avait pris ses distances ou pas. Mais on est bien avant ce livre-là, dans quelque chose qui est plus nébuleux, dans un moment d'effervescence militante intellectuelle majeure, par une d'abord romancière avant d'être intellectuelle, et c'est important et ça fait partie des choses qui m'intéressent, majeure et oubliée maintenant, de ces années sur ce sujet essentiel, donc qui est celui de l'enfance et on va dire de la minorité. On va le rappeler, la minorité, quand on parle par exemple de textes minoritaires, de groupes minoritaires, ça a l'air d'être démographique, de parler de quantité, mais en fait ça parle d'abord d'un rapport de pouvoir, d'un rapport social qui est celui de la minorisation, c'est-à-dire de la mise sous tutelle. Et on va pouvoir très rapidement reprendre ce passage du Code civil que cite évidemment Christiane Rochefort. Je sais plus où elle le cite, mais elle le cite. Parce que soit j'ai lu ça de 2-3 jours. On sent d'autres choses. Donc de qui est exclu des droits civils, les femmes mariées, les mineurs, les fous globalement, et les détenus en prison.
Et elle signale, j'ai plus le passage sous les yeux, que ce sont justement ces 4 groupes qui sont en révolte et que ce n'est pas un hasard par rapport à leur statut dans les années 70. Alors quand elle dit cela, elle ne dit pas exclusivement, pas les seuls, mais elle joue de figures d'analogie qui sont complètement perpétuelles et dont on va parler et dire des petites choses. Qu'est-ce que c'est les enfants d'abord? C'est un essai plutôt fragmentaire, qui n'est pas structuré comme le serait par exemple une thèse, une grande étude en parties chapitres, et encore que. Qu'est-ce qu'on a comme table? Avertissement, point d'information en guise d'exposé des motifs, welcome, l'entreprise mondiale d'exploitation, et donc après on va avoir des intertitres. Exploitation de la condition parentale, etc. Et donc on a quelque chose qui donne à la fois d'être à bâton rompu, un peu comme dans une conversation ou faisant des coqs à l'âne, et en même temps d'être assez structuré. Et on a quelque chose entre les deux qui est renforcé, cette impression un peu ambivalente, par le ton, assez conversation, assez familier, j'ai envie de dire punchlinesque, typique Rochefort. Et donc pour toutes ces questions-là, c'est un régal. Alors pourquoi l'oppression des enfants ? Moi, je vais déjà vous renvoyer, et je vais le mettre en description si j'oublie, on me le rappelle, parce que j'oublie souvent, l'article de Christine Delphi sur les contrats, notamment de mariage, qui sortent du droit et qui font des zones de non-droit. Par exemple, il n'était pas possible pour des gens mariés de contracter. Ce qui fait du mariage une zone de non-droit et une famille aussi une zone de non-droit. Puisque, et Delphi le remarque aussi, dans cet article à la logique très très serrée, il est possible, il est tout à fait habituel de frapper un enfant, alors qu'une agression physique sur un adulte est considérée comme une agression et donc un délit. Alors, à cela, il faut apporter des nuances, à savoir que, par exemple, ces possibilités délictuelles se restreignent, sont de moins en moins permises. On parle enfin de violences éducatives ordinaires, mais c'est vraiment un exemple très frappant pour montrer que ce qui est impossible, par exemple dans la rue, est possible dans le cadre privé. Tout comme la violence conjugale, le viol conjugal, qui sont en fait les formes majoritaires de violence et de violences sexuelles, sont en fait très concrètement des violences permises, tolérées, et sur lesquelles la police n'intervenait pas et commence tout juste à intervenir. Les choses sont en train de bouger très très doucement. Et en fait, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est finalement d'atténuer ce qui sont des caractéristiques d'oppression. Alors, il y a un mot que je n'ai pas directement vu dans le texte, c'est celui d'appropriation. Et je vous renvoie à Colette Guillaume. J'ai toujours perdu le bouquin dans le train et j'attends la réédition de l'X. Je vais la réécrire pour savoir où on en est. Sur l'idée de nature, mais en fait, il y a une appropriation privée et publique des femmes, des enfants, d'autres catégories, mais là, il s'agit principalement des enfants et de montrer le statut intermédiaire, ambivalent, ou semi-victime, semi-bourreau, on va dire, mais évidemment, ce ne sont pas les bons termes pour le dire, des femmes par rapport aux enfants. En gros, si la femme est le prolétaire du prolétaire, elle a elle-même un petit prolétaire renforcé quand c'est une petite prolétaire. Par exemple, sa fille aînée qui va être son auxiliaire bienvenu, mais particulièrement exploitée. Exemple, les tâches domestiques. C'est ça. On y est. Donc c'est un peu sur ces questions-là que les choses se mettent un peu en place. C'est un peu ça le point de départ, montrer une oppression invisibilisée, occultée, non dite, et la dénoncer. On y est ? Alors, on va le dire tout de suite, on va pas y revenir parce que c'est vraiment pas ma spécialité et je crains de dire des bêtises, attention. Ce qu'il y a derrière ça, notamment, c'est la question de l'inceste. Je ne suis pas en train de dire que parce que Rochefort a été elle-même victime, elle démonte le schéma familial. Je suis plutôt en train d'expliquer que le schéma familial, il se remet
en question parce que le fait d'être victime la rend probablement plus sensible à la question, et surtout que l'inceste va être un révélateur de ce que Dorothy Ducy appelle le berceau des dominations. Donc c'est-à-dire, en fait, globalement, si on récapitule en vulgarisant, la théorie, c'est que là, le patriarcat est un système d'appropriation par les hommes et surtout par les pères des femmes et des enfants. Dans ce système, les femmes ont un rôle ambivalent puisqu'elles sont à la fois appropriées et appropriantes, et force de reproduction de cette exploitation, de cette appropriation. Et dans le même temps, cette appropriation privée est aussi une exploitation étatique et publique, qui prend pour nom entreprise ou capitalisme chez Rochefort, à savoir que finalement, le père de famille ne se rend pas tellement compte qu'il est en train d'agir pour l'État. Et que lui-même, il reproduit avec donc ses avantages de reproducteur, mais qui reproduit ses forces d'oppression et qui domestique, qui apprend, qui dresse, qui inculque cette oppression à domicile. C'est un peu ça le schéma. Donc ça, voilà. Et ça, en fait, c'est le féminisme matérialiste. Est-ce qu'on est dans la logique et l'approche du féminisme matérialiste type Delphi Guillaumin, Claude Mathieu ou Tabé? Non. C'est pas écrit comme le féminisme matérialiste théorique, de ces femmes qui sont quand même globalement des chercheuses au CNRS. On est sur autre chose, on est sur un autre style avec Rochefort, qui va être beaucoup plus prosaïque. Et donc je vais en lire des passages, et comme ça on va un peu mieux le comprendre. On va lire le début. Les enfants d'abord. Bien sûr, le titre est une reprise ironique de cette expression que l'on prête à la vie marine, les femmes et les enfants d'abord en cas de naufrage, à savoir qu'on est censé les sauver d'abord, ce qui est repris dans les chartes des droits de l'enfant, qui sont plutôt des recommandations que des obligations, parce que sinon les États-Unis, et même en étant des recommandations, les États-Unis ne les ont pas signées. Je vous rappelle que les États-Unis fait partie des pays où le mariage des enfants est légal. Et ouais. Et ça fait partie des pays qui n'ont pas signé, voilà, justement ces recommandations. On y va. Les femmes et les non-blancs ayant crié assez fort, on leur a finalement consenti le statut d'opprimés. Mais on ne pense pas encore aux enfants car ils se taisent. De tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets. Les cris et fureurs qui émanent du groupe ne sont pas perçus comme protestations inarticulées, mais comme un fait de nature. Les enfants, ça crie. Nul être pourtant ne crie sans raison. Les enfants, la seule définition précise et recevable du terme étant celle de la loi, personnes de 0 à 18 ans ne disposent pas de moyens de s'exprimer. Ils n'y sont pas invités. Les décisions qui les concernent sont prises sans leur avis. Ils croient qu'ils ne savent pas, étant dits ignorants, bien qu'on les instruise 6 heures par jour. Et par-dessus tout, ils n'osent élever la voix, étant pour leur survie dans la dépendance totale des adultes qui ne permettent pas la mise en question de leurs œuvres, ces œuvres qui seront l'héritage forcé des gens, aujourd'hui jeunes et muets. Ce sont les adultes qui parlent pour les enfants, comme les blancs parlaient pour les noirs, les hommes pour les femmes, c'est-à-dire de haut et de dehors. On va un peu dépioter tout ça, tout ce que ça veut dire. Entre les adultes qui parlent des enfants comme ils les veulent, et les enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, la passe est étroite. Et la mystification se porte bien. Il faudrait pourtant sortir de là. Mais être adulte, après tout, n'est qu'un choix par lequel on s'oublie et se trahit. Nous sommes tous d'anciens enfants. Tout le monde n'est pas forcé de s'oublier. Et dans la situation dangereuse où le jeu adulte aveugle nous a menés et veut entraîner les plus jeunes, l'urgence aujourd'hui presse un nombre croissant d'anciens enfants qui n'ont pas perdu la mémoire de basculer côté enfant. Ayant longuement vécu dans la cité, on connaît la mécanique du jeu adulte. On peut en montrer les rouages. Comme ancien enfant qui a gardé la mémoire,
On se souvient que la dépendance nous mettait un bâillon et que l'éducation nous bandait les yeux, nous imposait non seulement des conduites, mais des façons de sentir conformes au projet adulte et qui invalidaient notre expérience. On peut le dire et confirmer l'expérience. On ne parle pas du dehors sur les enfants, on parle du dedans et de soi. Ce n'est pas un travail objectif, mais les enfants ne sont pas des objets. C'est dans cette marge étroite que se situe cette tentative. Il faut commencer quelque part. Cela implique que si pas comme enfant, c'est comme ancien enfant qu'il faudrait regarder ce qui suit. Une parmi des anciens enfants. On va commencer par ce petit préambule qui s'appelle donc avertissement. Alors d'une certaine façon, tout est dit. Tout est dit et tout va pouvoir être déployé ensuite. Tout est dit, à savoir que, on a un avertissement qui peut être un préambule. L'avertissement, c'est pas mal parce que ça dit aussi, gare, voilà en fait d'où il faut lire et donc d'où l'on parle. C'est très 68, d'où tu parles, mais c'est une base, alors d'abord parce que c'est un texte qui est profondément de son temps, notamment dans l'écriture, dans les références. Évidemment, ça ne va pas citer des choses du futur, quoi. Ils vont pas. Rochefort, elle n'invente pas les textes, elle cite les textes de son époque. Et elle est aussi un produit de son époque, et on est aussi dans un objet langage, quand on lit un essai comme Les enfants d'abord, donc au titre ironique, parce que on voit bien que les enfants y passent à la fin, ou que ce d'abord va peut-être parler plus d'une oppression que d'un sauvetage. En tout cas, ce que ça dit, c'est que maintenant, il faut aller vers ce sauvetage, à partir donc de ce d'où tu parles, qui est la base donc des épistémologies situées. C'est ça, intellectuellement, je ne le dis pas de façon historique, mais intellectuellement, c'est ça, d'où ça vient, d'où on parle. Donc quels sont nos intérêts propres, mais aussi là, on va aller sur des questions un peu plus larges, aussi en termes d'empathie. On va noter comment Rochefort fonctionne par des figures d'analogie, on commence par les femmes et les non-blancs, c'est-à-dire avec le genre et la race. Et en ça, elle est parfaitement matérialiste, elle est complètement dans le lignage de Guillaumin, qui a commencé avec une thèse qui s'intitule L'idéologie raciste. Je n'arrive pas à savoir si elle est ici parisienne ou si je l'ai laissée à Bordeaux, il faut que je demande et que j'aille voir. Et elle est en même temps parfaitement... voilà, ces analogies, donc, c'est-à-dire, on sait à Guillaumin qu'on doit l'idée, la conceptualisation du processus de racialisation. C'est-à-dire du fait que il n'y a pas de nature, il n'y a que des rapports sociaux, et en même temps que cette absence de nature, elle va passer par des processus d'inculcation. C'est-à-dire en fait qu'il va y avoir un phénomène donc de naturalisation, c'est-à-dire qu'on va ramener des choses en les expliquant par une supposée nature. Et cette supposée nature, ça c'est le discours qui va dire c'est la nature, par exemple des noirs, des non-blancs, des ci, des ça, etc., d'être cela. Alors ça c'est un discours très ancien qui est déjà chez Aristote par exemple pour justifier l'esclavage, et qui trouve une nouvelle justification au 19-20e, et donc en fait, surtout au tournant 1800, par un changement et dans les sciences et dans le code civil. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'en fait, cette naturalisation, elle se fait aussi scientifique. Le poids de la science est bien plus fort, puisque en fait, on commence à évoluer dans un monde sans Dieu. On commence. Et en même temps, ce poids est plus fort, le poids de la science est plus fort, devient majoritaire, etc. Et les sciences elles-mêmes s'emparent très fortement de ces objets. Donc en fait, on va décrire pour prescrire. La description va prescrire, va dicter sa finalité aux objets d'étude. Et en fait, l'idée même d'avoir un objet d'étude est déjà une façon, au moins symbolique, de l'appropriation. En général, l'appropriation va être d'abord économique et ensuite justifiée par les savoirs.
Appropriation qui peut être d'abord une convoitise, hein, mais finalement, il faut bien avoir transformé en marchandise, que l'on peut donc transporter, que l'on peut échanger, que l'on peut, hein, selon des conditions plus ou moins régulées, pour que les choses puissent commencer à se dérouler, à se mettre en place. On y est, c'est un peu comme ça que ça se joue. Donc Guillaumin, elle montre tout cela avec cette idéologie raciste donc, qui est ressortie en poche chez Folie. Et que je vous l'ai montré, mais pour ça, il faudrait que je change mes affaires. Elle montre ensuite, notamment avec l'idée de nature, et pas toute seule, et c'est le féminisme matérialiste, que la chose est identique pour ce qui est de ce qu'elle appelle le sexage. C'est-à-dire de la construction de l'appropriation sexuée, c'est-à-dire sous prétexte de sexe et de différenciation sexuée, une différenciation sexuée qui est elle-même construite comme justification de cette appropriation, de cette exploitation. Je vous rappelle, le genre précède le sexe. Christine Delphi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nature qui serait ensuite créatrice de culture, qui fonctionnerait comme une nature. On est d'emblée des êtres de culture, des êtres sociaux, pris dans cette culture. Il y a bien sûr des faits matériels, biologiques, mais la façon dont nous les expliquons, quand bien même il s'agit de science, est déjà une interprétation de la matérialité. C'est pas simple, hein ? Une catégorisation est toujours artificielle, en d'autres mots. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Quand on dit c'est artificiel, on ne dit pas que c'est faux. C'est plus subtil, ce qui est en train d'être dit. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de différence anatomique, par exemple, qu'il n'y a pas d'hormones, qu'il n'y a pas tout ça. On va dire qu'en fait, le fait de placer des curseurs et des noms est ni vrai ni faux. C'est une convention qui bouge, et la convention scientifique qui bouge, c'est le principe de la communauté scientifique et des savoirs scientifiques, n'est pas la même que la convention globale, l'opinion commune en gros, la doxa. On se rappelle, l'opinion a toujours tort, Gaston Bachelard. On y est. Donc on arrive d'un peu loin là pour Rochefort. Rochefort a la conscience de tout ça, mais elle, son propos, c'est pas d'écrire comme au CNRS, c'est pas son job, c'est pas son propos, c'est pas sa façon de faire ni d'être. Ça se passe d'une autre façon, mais ça va permettre de résumer et de transmettre cette théorisation de façon plus large, mais aussi, on n'est pas 100% en féminisme matérialiste, on va voir ça. Donc on voit bien les femmes et les non-blancs, en fait c'est tout ce qui n'est ni masculin ni blanc, hein, c'est ce qui montre comment en fait le fameux homme blanc cis hétéro, là, voilà, ça agace les gens qui envoient des photos de barbecue à Sandrine Rousseau, ne comprennent pas en fait que ce sont ces négations qui fondent les caractéristiques de l'origine du pouvoir, ce qui ne signifie pas qu'avoir ces caractéristiques vous place en origine du pouvoir ou en quelqu'un qui a du pouvoir, mais qu'on n'est déjà pas exclu. On leur a finalement consenti le statut d'opprimé, espèce de doxa. C'est une façon de dire comment on fait bouger les lignes, et notamment donc avec des catégorisations. Opprimé, hein, c'est vraiment du vocabulaire MLF. Hein. Mais on ne pense pas encore aux enfants car ils se taisent. Alors, elle le fait pas trop, mais bon, moi je peux pas m'en empêcher alors que c'est un peu nul. Enfant, ça vient de infants, c'est-à-dire celui qui ne parle pas. C'est littéralement la définition des enfants. Mais là où le féminisme matérialiste et sa logique implacable sont efficaces, c'est en évitant l'étymologie, comme le disait Catherine Volpi-Accogé quand j'étais à l'ENS Lyon pour mon année d'agrég. C'est une chose qui m'a énormément marqué, que j'aime beaucoup répéter. J'ai choqué mes étudiants et étudiantes avec ça. L'étymologie, c'est ce que les mots ne veulent plus dire. Et donc, en fait, c'est intéressant de revenir à ses origines, ça peut nous dire quelque chose de ce qui est, de ce qui a été, mais ça ne nous dit pas non plus tant que ça. Voilà. En tout cas, c'est la définition, les enfants se taisent, et sur quoi va-t-elle ensuite immédiatement continuer? Sur l'écrit. On notera qu'il n'y a pas de rapport logique. Ça parataxe fort, hein, chez Rochefort. La parataxe, c'est quand on va placer les choses les unes à côté des autres, on juxtapose. Ça peut créer des effets assez punchy, déjà. Ça donne cette impression d'une conversation à bâton rompu. En fait, c'est juste que ça n'a pas les abords
les atours d'une discussion ou d'un texte profondément logique, scientifique, argumentatif. C'est un peu plus agréable à lire parce que ça a ses lourdeurs, hein, c'est logique. Et en même temps, ça va lui donner quand même des libertés, par exemple dans le traitement des sources, le fait de les solliciter ou pas, dans ses analyses. Ça, en ajoutant de l'oralité. Je parle de conversation. Donc, elle passe de... On a gagné le statut d'opprimé pour quelques personnes. Et là, on voit hein, tout l'exposé que j'ai fait pour expliquer ça. Hein, elles ne sont pas citées, hein, Guillaume, etc. Et c'est pas qu'elles se les approprient, c'est que c'est pas le propos. Donc, on a ce statut-là pour quelques personnes, et en même temps, eh bien, il y en a qui n'ont même pas ce statut. Et la cause en est immédiatement donnée par absence de voix. L'impossibilité de parler. Cette impossibilité de parler, elle est donc immédiatement remise en question par les cris, les fureurs, ça crie. Nul être pourtant ne crie sans raison. On va remarquer ici le présent de vérité générale qui permet de soulever un paradoxe, une contradiction. Donc, ils se taisent ne signifie pas ils sont muets. Et on est en fait complètement dans tout ce qui va devenir le paradigme MeToo, à savoir, ce n'est pas une révolution de la parole, c'est une révolution de l'écoute. Et cette révolution de l'écoute, elle va vouloir parler de comment faire parler, comment commencer à aller vers l'articulation. On va avoir cette question-là avec des questions éducatives hein, dans l'essai, mais elle est déjà sur qui écoute qui. Et ils se testent parce qu'on ne les écoute pas, et quand bien même ils s'expriment, on ne les écoute pas, c'est-à-dire par exemple s'écrit. Ramené à une nature, c'est-à-dire à une absence d'explication, ce qui permet de ne pas écouter. On va noter que la définition d'enfant, elle est loin du romantisme de l'enfance, qui va séparer par exemple les nourrissons, les bambins, les adolescents, toutes choses qui ne sont pas très claires, et qui oublient en fait quelque chose de très important, qui est la définition matérielle, surtout en fait juridique de l'enfance. Ainsi, Rochefort ne définit pas les enfants sur, par exemple, leur taille, leur âge, genre à 8 ans on y est, à 9 ans on commence à plus y être. Voilà. Ce genre d'argutie qu'adorent des gens qui sont capables de lire des bouquins comme les moins de 16 ans. Ah, elle est si mûre pour son âge. Non, enfant de 0 à 18 ans, privé du droit de vote. Privé de ses droits civiques. C'est très simple, puisque mis en statut de minorité, qui ne peut pas s'autodéterminer, ne serait-ce que déjà à un niveau législatif. Et il n'y a pas d'autre définition à enfant. Quand bien même les âges de 0 à 18 ans sont extrêmement variés, mais évidemment qu'elle va aborder ces questions. C'est assez choquant. Ça peut choquer du monde de se dire que quelqu'un qui a 17 ans est un enfant. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez répondre on est un enfant, c'est un enfant, c'était un enfant, par exemple, je sais pas moi, pour parler de Maïwenn avec Luc Besson. Exemple pris au hasard, absolument pas d'actualité, tout cela est un hasard. Ils n'y sont pas invités, les décisions qui les concernent étant prises sans leur avis, ils croient qu'ils ne savent pas. Donc là, on voit ce qu'est l'ignorance inculquée, qui est une autre phase que de ne pas écouter, et ça, on est vraiment dans les processus d'aliénation, de colonisation intérieure. Colonisation intérieure, il n'y est pas dans le texte d'aliénation, je ne sais plus. Ils n'osent élever la voix étant pour leur survie dans la dépendance totale des adultes, qui ne permettent pas la mise en question de leurs œuvres, ces œuvres qui seront l'héritage forcé des gens aujourd'hui jeunes et muets. En fait, les enfants, ils viennent au monde pour la transmission, on ne leur a pas demandé leur avis, un peu par définition, parce que ce serait évidemment pas très chronologique que de leur demander leur avis. Cette non-demande d'avis, elle montre aussi que leur naissance, elle est là pour une transmission, qui est une perpétuation individuelle. Par exemple, l'héritage singulier, j'ai beaucoup travaillé pour mes enfants, si je n'ai pas d'enfants, c'est quoi il y a une arnaque. Donc il faut avoir des enfants pour transmettre, et qu'il y ait une légitimité à cette transmission. Mais en même temps, cette transmission individuelle, elle permet une perpétuation du système, de l'État, en l'État. Donc on ne leur a pas demandé, et on va les élever, les éduquer dans cette perspective unique et principale. On y est ? C'est ça, élever des enfants.
Et c'est en ça qu'il y a un héritage qui est forcé, avec quelque chose qui va être une éducation à ce consentement. Mais on verra qu'elle est contre toute forme d'éducation. Ce sont les adultes qui parlent pour les enfants, comme les blancs parlaient pour les noirs, les hommes pour les femmes. Donc là, on a une double analogie qui montre des choses extrêmement complexes, on va le dire très rapidement. Pour le MLF, bien sûr qu'il y a un point intersectionnel aveugle, c'est-à-dire que là on parle des hommes, on parle des femmes, on ne parle pas des femmes noires. Enfin, on parle des hommes noirs, globalement. On parle des femmes... Alors, ça marche aussi pour les femmes noires, mais on ne va pas avoir une visibilisation spécifique de ce moment-là. Parce que c'est pas tellement l'objet. Donc, ici, les comparaisons, elles ont une valeur, moi, qui me semble heuristique. Est-ce qu'il y a une appropriation? Je crois pas trop, je crois qu'il s'agit vraiment d'expliquer, d'être pédagogique, d'abord, hein, bon, voilà, mais qui, à un moment, est heuristique, c'est-à-dire qui fait naître l'idée, qui permet de spécifier, de comprendre, de définir, de caractériser et de transmettre au public, au lecteur, ses caractéristiques, ses pensées, ses bribes de théorisation. Et en fait, si on oublie les fonctions heuristiques de l'analogie, et qu'on ramène toute analogie à des questions raciales, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Parce qu'évidemment, c'est plus complexe. Il faut bien pouvoir penser les choses, mais à un moment, il est évident qu'en pensant certaines choses, eh bien, on n'en pense pas d'autres. Et en fait, là, pour parler de ce que Marie-Anne Pavot appelle la ventriloquie, voilà, on est sur des énonciations ventriloques, les hommes parlent pour les femmes et au nom des femmes. Etc., etc. L'idée là, c'est de montrer des parallèles, alors de façon un peu caricaturale et grossière, mais sans donner voilà, le détail des caractéristiques précis, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, ce qui est et un point aveugle et un problème, et en même temps pas de sujet. Sinon on se noie. Ce qui est quand même drôle pour les enfants d'abord. Bon. Et donc, on a quelque chose de l'ordre des enfants qui sont parlés par les adultes, ou à la place desquels les adultes parlent, et des enfants qui eux-mêmes ne peuvent pas parler. Toutes ces questions-là, ce sont aussi les questions du spécisme. Et moi, quand je vous dis, oui, on ne peut pas ramener toute analogie au racisme, je ne vous dis pas, il n'y a pas de racisme dans ces analogies. Tout comme, on le voit régulièrement, la PETA, c'est un peu moins le cas de L214, c'est plus un truc de la PETA, ou dans les cercles antispécistes, il y a des moments avec des analogies, mais honteuses, ignobles, de sexisme, d'antisémitisme, de racisme. On ne peut pas faire ça, c'est pas correct de faire ça. Parce qu'en fait, la question, c'est à quel moment l'analogie, elle permet ce qu'on peut appeler, c'est à quel moment l'analogie, elle a des vertus heuristiques, comment on va la manipuler, comment on va la traiter dans les textes, qu'est-ce qu'on va en faire, quelles vont être nos prudences. Et en fait, elles ne sont pas complètement là. On est dans un moment pré-intersectionnalité, en fait. Et à quel moment on est dans une appropriation des luttes des autres, des luttes, des oppressions des autres, pour des raisons assez variables, que ce soit à un niveau psychologique, social ou d'intérêt matériel. Hein. Il y a un intérêt à s'approprier l'oppression de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un véritable intérêt. Déjà, on gagne en attention. Parce que voilà, le statut de victime, d'opprimé, quand on arrive à le faire reconnaître, ce qui prend énormément de temps, c'est extrêmement dur et c'est individuellement un parcours intérieur et de harcèlement inimaginable quand on ne l'a pas vécu. Mais de l'extérieur, ce qui ne permet pas donc de penser tout ça, et qui peut susciter des envies notamment masculines, le statut de victime, il donne l'impression d'amener un genre des espèces de privilèges et d'attention spécifiques. C'est un délire en fait, hein. C'est un vrai délire, c'est pas ce qui se passe en fait quand on est victime. Le plus souvent on est victime de survictimisation et en même temps de brouillage référentiel, c'est-à-dire une des grandes caractéristiques quand on est victime, par exemple de racisme, par exemple de sexisme, évidemment de misogynie noire, etc., c'est que on doute. Est-ce que là je me prends une pique parce qu'on m'aime pas ou par racisme? Il y a plein de moments où on doute. Bon, il y a des moments très francs où on doute plus, hein, mais voilà, il y a tous ces moments de doute qui sont importants. Et
non, mais c'est vraiment important de dire tout ça. Et donc, il y a ces moments voilà, qui sont assez importants. Ah, j'ai perdu mon fil parce que... j'ai perdu mon fil parce que j'enlevais les fils de mes godasses. C'est quand même un ridicule consommé, ça encore. C'est l'histoire de ma vie. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est ça qui se passe. Et pourquoi le statut de victime, il a l'air d'être envieux? Pourquoi... Enfin, en fait, il peut être approprié, indûment. Il est aussi le plus souvent stigmatisé en tant qu'il amènerait des privilèges qui sont en fait totalement fantasmatiques. Et donc il peut être approprié pour ces mêmes raisons de privilèges. Mais en fait, quand on a vraiment été victime, on s'en réclame pas indûment. Parce qu'on sait très bien ce que c'est. Et ce qui se passe quand on a réellement été victime, c'est qu'on dit un petit dixième de ce qui nous est arrivé. Et on n'a pas besoin d'inventer des choses ou de les monter en épingle. On sait très bien ce que c'est de victime. Et on a du mal à penser et à dire l'intensité de ce qui nous a été fait. C'est ça, hein, être victime. Et ça, c'est vraiment des trucs dont j'ai pu causer avec des amis victimes de viol, d'inceste, notamment, évidemment, dans l'enfance. Et qui ont pu passer en procès, etc., éventuellement gagner. Hein. Mais j'ai pas dit un dixième, j'arrivais pas à le dire. C'est ça que j'ai entendu. Et c'est ça que j'ai vécu et que j'ai reproduit moi-même. On n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à le penser. Il peut falloir des décennies pour penser à quel point on a été maltraité et déshumanisé. Et on a honte de cette déshumanisation qu'on nous a faite, quand bien même on n'en est pas coupable. Et on va immédiatement reprendre ça. Donc tout ça, c'est pas du tout chez Rochefort, hein, mais c'est pour ça que les réclames sur le racisme anti-blanc, ce genre de choses sont pas seulement ridicules, elles sont profondément scandaleuses et honteuses. Elles sont profondément insultantes. On y est. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est, la passe est étroite, la mystification se porte bien. Comment faire, donc, pour parler de ce qui ne peut être parlé? C'est donc aussi la grande question de l'antispécisme, hein, au niveau des animaux. Moi, c'est ma grande question pour un féminisme 19e. C'est pas encore parlé. On va prendre la parole. Comment on fait? Quand on n'a littéralement pas de voix, puisqu'on n'a pas le droit de vote, et en tant qu'ouvrière et en tant que femme, comment faire? On fait ce qu'on peut, on essaie de faire du bruit. Il faudrait pourtant sortir de là. Alors ça, c'est très Rochefort, hein. On revient à la ligne, boum, boum, boum. Ça donne vraiment cette impression de conversation, d'oralité, ou de flux de pensée, alors un peu organisé, en fait, c'est très travaillé, mais qui donne une impression de naturel. Mais être adulte, entre guillemets, puisque ce sont des catégories, donc c'est artificiel, on s'en rappelle, après tout n'est qu'un choix par lequel on s'oublie et se trahit. Nous sommes tous d'anciens enfants. Tout le monde n'est pas forcé de s'oublier dans la situation dangereuse. L'urgence aujourd'hui presse un nombre croissant d'anciens enfants qui n'ont pas perdu la marre de basculer côté enfant. Alors oui, on va le rappeler, c'est une époque de lutte, hein, de mineurs et d'émancipation de mineurs. Elle en mentionne un peu, il y en a d'autres. Si je retrouve ça, je vous mets ça en description, c'est pas garanti. Mais ce sont des moments, en fait, oui, effectivement, d'auto-émancipation et d'autodétermination. Notamment sur cette remise en question donc, du pouvoir adulte sur les mineurs, les enfants. On va rappeler, au XIXe siècle, évidemment que j'ai pensé à Vallès en lisant Rochefort, je ne sais plus dans lequel des trois de la trilogie Vallès, il est enfermé, il est mis en prison par son père. C'était un droit qu'on avait au XIXe siècle, qu'on n'a plus au XXe, mais le droit qui le remplace, c'est le pouvoir médical qui prend le relais du pouvoir judiciaire, c'est qu'on peut être enfermé en asile, à la demande de ses parents, et pour des durées très longues. Et c'est pas si rare, en fait. C'est vraiment pas si rare. C'est ça, le pouvoir parental sur les enfants. C'est une objection complète. Et c'est le cœur de la famille. Donc on a vu déjà le rôle ambivalent de la mère là-dedans, hein, à la fois victime et plutôt reproductrice de cet ordre patriarcal. Donc là, l'idée, ça va être de basculer donc, côté enfant et de se souvenir qu'on a été d'anciens enfants. Rochefort ne développe pas tellement le moment de bascule qui fait qu'on passe d'enfant à adulte et pourquoi on reproduit. Ça, c'est pas l'objet finalement de ce qu'elle fait. J'imagine que ça a dû être étudié par des sociologues. Je fais bien les rêves pour moi et pour tout le monde. Si vous les avez dans les commentaires de textes qui étudieraient ça, qui le mettraient en lumière. C'est pas tellement l'objet. En tout cas, là, elle propose de passer du côté de ce qu'on appelle les alliés.
dont on peut quand même se méfier, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix, on n'a pas grand-chose d'autre sous la main comment faire pour défendre les enfants. Les enfants ont besoin d'alliés puisqu'ils sont dans une situation de vulnérabilité. On peut remarquer comment on a... Alors, non, j'allais partir sur des images de continuum, mais ça marche pas. Mais je pense que, quand même, on va vers les oppressions les plus difficiles à théoriser et à dire, notamment parce que les êtres qui en sont les victimes n'ont pas la parole. J'ai parlé plusieurs fois du spécisme et des animaux. Les animaux, évidemment, ne sont pas doués de parole, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'actes que l'on peut apparenter à de la résistance. Je garde volontairement l'analogie. Mais on a ça qui se met en place, c'est-à-dire il faut avoir quand même une certaine possibilité de pouvoir prendre la parole et éventuellement les armes pour pouvoir se défendre. Et cette possibilité, elle est... paradoxalement, elle n'arrive pas immédiatement, quoi. Vraiment pas immédiatement. Mais être adulte, donc voilà. Et donc là, ce qu'elle propose, c'est de se remettre en tant qu'ancien enfant, puisque, eh bien, en fait, c'est vraiment la seule oppression où on passe de l'un à l'autre. Enfin, non, c'est pas la seule, mais c'est l'oppression où tout le monde, a priori, sauf cas de décès prématuré, passe de l'un à l'autre. Et donc où la possibilité, c'est la norme de passer de l'un à l'autre, et passer d'opprimé à oppresseur. Et donc il s'agit de remonter dans le temps, non pas de manière fantasmatique ou quoi, mais d'avoir quand même la mémoire pour reprendre. Finalement, le mot n'est pas tellement là, mais l'empathie, si on peut le traduire en vocable moderne, et voilà, de faire communauté d'intérêt avec les enfants. C'est ça, être allié. Et cette communauté d'intérêt, c'est aussi une communauté épistémique, productrice de savoir. On note, ayant longuement vécu dans la cité, on connaît la mécanique du jeu adulte. On peut en montrer les rouages. Et c'est ce que va faire Christiane Rochefort. Comme ancien enfant qui a gardé la mémoire, on se rappelle que on se souvient que la dépendance, nous mettait un bâillon et que l'éducation nous bandait les yeux. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle la fabrique de l'ignorance. Comment elle se met en place, d'où elle vient, et donc on voit qu'elle est à la fois matérielle et finalement, par l'éducation, elle est à la fois sociale et intellectuelle. Donc nous imposant non seulement des conduites, des façons de sentir conformes au projet adulte qui a validé notre expérience. On peut le dire et confirmer l'expérience, on ne parle pas du dehors sur les enfants, on parle du dedans et de soi. Et donc là, le fait d'être en dehors ou dedans, en haut, etc., on parle effectivement de ce surplomb qui caractérise le faux universalisme, déjà évoqué pas mal de fois sur la chaîne. Ce n'est pas un travail objectif, eh bien oui, donc là ça permet de se dégager de la science et de ce faux universalisme, avec un genre de pirouette par le polyptote, les enfants ne sont pas des objets. Parce qu'effectivement, ça c'est une vieille idée qu'on a déjà chez Poulain de la Barre. Quand on parle des femmes, on est forcément au juge ou parti. C'est pareil quand on parle des enfants. Et en plus, on l'a été. C'est dans cette marge étroite que se situe cette tentative, il faut commencer quelque part, donc on y va. On sait que c'est pas parfait, mais il faut quand même essayer. Et donc c'est ça qu'est cet essai, les enfants d'abord, un genre de bouteille à la mer au milieu du naufrage. Cela implique que si, pas comme enfant, c'est comme ancien enfant qu'il faudrait regarder ce qui suit, une parmi les anciens enfants. On va noter ici comment l'article indéfini permet d'être un exemplaire d'un type, ce qui permet d'être par le jeu, l'expérience propre, la subjectivité, quelque chose comme un support de projection pour les autres, non pas fantasmatique ou avec un transfert ou ce genre de choses, mais pour permettre le partage d'une expérience. On y est. Alors moi, c'est par exemple quelque chose qui me rappelle quand même pas mal le prologue des Sens à Sophie, dans l'idée, et qui va montrer aussi le statut de qui a un certain statut de manifeste, qui ramène le roman des Sens à Sophie du côté d'une lecture possiblement politique et qui sortirait un peu de la romance, et qui, dans Les Enfants d'abord, acte le fait qu'il s'agit d'un manifeste. Un manifeste, c'est quelque chose qui donne à voir, qui donne à entendre, qui va littéralement manifester ce qui est latent. Mais ce qui est latent, c'est ce qui est là.
Welcome, nous ne sommes pas au monde. Arthur, je crois que c'est Arthur Rimbaud, ça. Il existe sur Terre une espèce animale où le petit sortant du ventre de la mère est pris par les pattes de derrière et tête en bas, battu jusqu'à ce qu'il hurle par un adulte. Puis, ayant été retourné en tous sens, il est emballé et déposé à l'écart. Le corps nourrissant et chaud qu'il enveloppait et sur lequel, comme tout animal, après l'épuisant labeur de naître, il aspire à reposer, est hors de sa portée. À l'instant craché dans l'espace immense, il y trouve le vide et vit solitaire l'aventure la plus fondamentale qui fut et sera jamais vécue. Il n'est pas au monde, mais à côté. Il n'a aucune prise. Tout vient du dehors quand ça veut, tout ce qu'il peut, s'écrier. On l'aura compris. Ici, Rochefort met en place un procédé assez courant d'estrangement, d'extranéité. Elle raconte, comme une espèce de notice de science nat, dans les accents, ça ressemble pas réellement aux sciences naturelles des années 70, ce à quoi ressemble une naissance humaine que l'on reconnaît, cela pour nous amener à ce regard de l'extérieur qui est celui de la sociologie, de l'anthropologie et des révoltes. Celui qui permet de remettre en question ce qui semble une évidence, la nature. À savoir ici qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de naturel, notamment parce que, en fait, par rapport aux autres animaux, ça ne se passe pas comme ça. Alors Rochefort commence par ce welcome, eh bien elle ouvre le récit par la naissance, parce que c'est un moment d'une grande violence, qui, alors c'est très années 70 aussi, pour parler notamment de ce qu'on appelle les accouchements naturels et sans douleur, et des polémiques qu'ils font, et de ce que ça signifie ou peut signifier d'avoir ce moment d'accouchement, genre volontairement douloureux. Et elle ramène pas ça à la mère, mais en gardant un focus sur les enfants, qui est un focus qui est extrêmement précieux, parce que finalement, c'est bien le témoin et en même temps le grand centre de cette expérience extraordinaire qui n'est justement jamais interrogée. Faute de mémoire, bien sûr, hein, mais voilà, avec cette idée, mais il se passe quoi pour ces enfants? Et qu'est-ce qu'on en fait? En ramenant tout cela, donc, à cette entreprise mondiale d'exploitation, j'ai parlé de l'appropriation publique et de l'État. C'est un livre qui est foncièrement, fondamentalement anticapitaliste et qui va montrer comment les parents sont, je cite page 17, les parents au piège. Et donc, avec un premier moment sur l'exploitation de la condition parentale, donc les parents, puis spécifiquement les mères. C'est très amusant, hein. Remplissez la terre et l'assujettissez Dieu, quelques millénaires en quelques lignes. Boum, 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 ça punchline fort. Alors, ces dimensions punchlinesques, elles vont aller dans la redéfinition de choses déjà là, elles vont aller dans la démonstration de vérité ou d'évidence qui n'apparaissait pas, mais qui va s'agir de révéler. Ici, plus pour montrer le scandale que l'utopie, les choses à réformer. Et donc, justement, cela passe par ce qu'elle appelle, évidemment, la politique de l'éducation. Alors, voilà, le pouvoir, être ou non parent, le divorce, donc elle parle de société patrie-capitaliste, hein, elle est bien sur les deux. On n'a pas attendu Federici, quand même, pour parler des rapports entre patriarcat et capitalisme, enfin, c'est bien plus ancien. Ce qui est intéressant à aligner Federici, c'est l'historicisation, avec quand même des problèmes dans certains détails, mais ça aussi, c'est ancien. Elle fait une très bonne synthèse, Federici. Et après, elle a des propositions qui sont fortes sur le salaire ou des choses comme ça. Mais voilà, enfin, c'est quand même des idées qui sont anciennes, c'est juste qu'on est ignorant. Et qu'on est quand même, on n'a pas le cul sorti des ronces. Les enfants, une oppression très spécifique, ça débute page 39. L'enfance est une institution, non un fait. On rappelle avec Nietzsche, les faits n'existent pas. Institution égale arbitraire, artificiel. La loi dit mineur, c'est la seule expression claire. Hop, je saute le premier paragraphe. Les sociétés modernes ont légalisé une discrimination fondée sur une différence de force musculaire. Mineur signifie moindre, plus petit, inférieur. Les dits enfants sont un ensemble d'humains plus faibles au combat au corps à corps, constitués par les plus forts en catégorie et soumis à un statut et un traitement spéciaux. Le statut est la privation de l'autonomie.
Le traitement appliqué par l'autorité adulte à laquelle les mineurs ne peuvent se soustraire consiste à éliminer du potentiel inné les éléments indésirables, incontrôlables ou simplement superflus pour ne conserver et développer que ceux utiles à l'exploitation. C'est exactement ce qu'on fait quand on taille des fruitiers, par exemple. C'est pas que je suis très bonne en jardinage, ou quand on va mutiler des poulets pour qu'ils s'envolent pas, ou qu'on leur coupe le bec, ou ce genre de choses. Qu'on décorne les vaches. C'est proprement une mutilation. Alors là, on est sur des mutilations qui vont être globalement symboliques, mais pas uniquement. Une mutilation corporelle, pas seulement un conditionnement mental. Les mutilations corporelles tombent sous le coup des lois dans nos sociétés, mais pas celle-là, qui n'est pas avouée comme telle, elle est dite formation-éducation. Alors là, on va la voir sur la mutilation au niveau, donc ce qu'elle appelle mutilation. Alors en fait, on va avoir un ensemble d'usages qui vont être plus ou moins métaphoriques, plus ou moins propres, plus ou moins littéraux. Elle ne parle pas des mutilations, par exemple, d'ordre sexuel, ce qui est dommage, parce elles existent bien. Elle va parler quand même de la musculature, par exemple sur ce qui est de l'ordre de l'enfermement des gamins, du fait qu'ils ne peuvent pas marcher leur bivol, etc., donc de ce que ça va transmettre, et surtout de l'espèce de coupure émotionnelle. Et globalement, les garçons sont en coupure émotionnelle, et les filles sont aliénées à penser aux autres. Tout le monde y perd, tout le monde est mutilé dans le monde tel que le représente Rochefort, et donc tout le monde est fait pour... Voilà. Alors, dans ces aspects de mutilation, Rochefort aborde vraiment des questions qui sont assez diverses, dont des questions de psychologie. Par exemple, elle cite Bettelheim sans aucune distance, ou Wilhelm Reich, enfin des auteurs de cette époque qui sont complètement des auteurs en vogue dans les années 70, encore 80. Mais voilà, on voit comment elle fait référence à des disciplines très différentes, et avec un rapport au savoir qui n'est clairement pas académique, universitaire, où elle ne va pas citer précisément en donnant la page, etc., mais de façon plus allusive, en fait, pour mobiliser des savoirs, se les approprier. Approprier n'est pas un mot uniquement négatif. Elle explique dans le même temps comment des savoirs, notamment académiques, mais pas uniquement, sont aussi des mutilations. Par exemple, donc j'ai parlé des émotions, mais aussi de ce qui va à l'ordre des désirs sexuels dans l'enfance. On voit comment la masturbation infantile, par exemple, est réprimée, la masturbation tout court. Mais c'est un des exemples. Refuser une sexualité aux enfants, c'est quelque chose qui est particulièrement à remettre en question. Voilà un peu les grands éléments pour un peu comprendre. Voilà, alors, je ne vais pas faire l'ensemble du volume, je pense, de cette façon-là. Mais voilà, avec cette... voilà, et en rappelant, en définissant le régime dans lequel vivent les enfants comme un régime de tyrannie. Je dis quand même le passage, au cœur des démocraties entre guillemets modernes, les enfants vivent sous le régime de la tyrannie, avec ses variantes connues, de l'autocrate abusif au despote éclairé, et même des missionnaires qui ne modifient pas le principe. Les enfants n'ont aucun droit que ceux octroyés, qui peuvent donc être pris à tout instant. Ils doivent obéissance aux parents alliés, maîtres, et au besoin, n'importe qui, adulte, a le pas sur eux. Et ça, on vous l'inculque quand vous êtes enfant. Avantages et punitions dépendent de l'arbitraire adulte, car il n'y a pas de code en deçà de meurtre ou dommages physiques avérés, et aucune réparation n'est prévue pour les erreurs ou dommages. Et, comme il se doit en régime de tyrannie, le juge est parti. Etc. Bon. Avec, bien sûr, des analyses reposant sur des analogies ou directement des descriptions comme ça, issues des sciences politiques ou de l'analyse des sciences politiques, issues de l'analyse des classes, issues de l'analyse raciale, etc. Et voilà, et ça c'était vraiment le passage que je voulais. Je suis page 54, base réelle, analyse de classe. On va commencer page 52. Les enfants, en tant que groupe discriminé par la loi, sont dans leur totalité traités, modelés corporellement et mentalement en vue de l'exploitation. Ça, c'est du matérialisme.
Les enfants sont une classe opprimée. Ils sont toujours la classe inférieure dans celle inférieure ou supérieure, d'ordre économique, sexuel, racial, culturel, où ils sont tombés. Cette oppression spécifique, inhérente au système patriarcal, a été longtemps vécue dans l'isolement. Aujourd'hui, par suite de l'évolution du capitalisme, explosion démographique, expansion scolaire et des médias, accession des jeunes au statut de consommateur, etc., cette classe est actualisée. Ce qui est appelé crise de la jeunesse selon la technique conjuratoire, crise, ça ne dure pas. Mais, quelle que soit la manipulation sémantique, il y a constitution en classe et début d'une longue marche, référence évidemment au maoïsme. Les exécutants du traitement réducteur sont tous les adultes ayant avec les enfants une relation institutionnelle. Parmi eux, les parents occupent une position clé, à moins d'avoir une perception claire de la politique de l'éducation, ils servent machinalement, entre guillemets, les intérêts de la classe dominante et dès lors, quelque idée qu'ils aient de la chose, parents et enfants sont dans une relation d'antagonisme. Quoi, quelle horreur, comment peut-on parler en ces termes de la plus pure et naturelle des relations humaines? Entre guillemets tout ça, elle imagine les objections, donc elle les écrit, ça fait des dialogues. C'est les adultes qui s'expriment ainsi, on les aura reconnus. Note, ceux qui ne s'expriment pas ainsi ne peuvent pas oublier une minute qu'ils sont l'exception, si pas la rareté. Ça, c'est pour tous les Nottlemen, hein. Elle en fout partout. C'est tellement vieux, ça, le Nottleman. Réponse à ces grands sentimentaux. On se fout de leur gueule. Faire accroire que la relation parent-enfant est tissée, chaîne et trame uniquement d'amour mutuel, elle ne le nie pas, l'amour mutuel, c'est la fin du bouquin. Et réciproque, c'est hypocrisie et camouflage. Ce que Betty Friedan appelle la mystification, par exemple. Ce que Beauvoir appelle les mythes. Si la fonction réelle, sociale de cette relation est tenue cachée, parler du seul sentiment d'amour est une insulte à l'amour. L'amour ne peut que gagner à être débarrassé d'usurpateurs qui utilisent son nom pour leur propre fin, qui n'ont rien d'amoureuse. L'amour n'a rien à craindre de l'examen. Il sera beaucoup plus beau une fois lavé. C'est un argument qu'ont déjà les saint-simoniennes quand elles demandent l'égalité avec les hommes. Seuls les mystificateurs redoutent l'analyse. Ça, on peut le garder en tête. Je comprends pas que Bernard-Henri Lévy ait publié ça. Et justement, l'oppresseur a horreur qu'on rappelle les basses réalités matérielles, lui-même plane très haut dans l'idéal, où tout est merveilleux, comme c'est. Et là, on est vraiment en post-marxisme. Hein. À part des petits détails, si vous y tenez, qui feront l'objet de réformes en temps voulu, quand ce ne sera plus dangereux. Ce sont des petites concessions. C'est toujours pareil. Il n'y a que l'opprimé qui ressent son oppression. L'oppresseur, lui, est content comme ça. J'ai perdu ma ligne. Ne souffre aucunement, trouve ça très bien, juste normal, bon pour l'autre. Qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Et naturel. Opprimé d'ailleurs est un gros mot qui choque l'oppresseur. Un autre gros mot. Au fait, on le reconnaît à cette réaction. Essayez, ça n'oublie jamais. Et donc là, on a en fait une espèce de réécriture et d'expansion du discours de l'opprimé. Là, et, on peut sortir les couteaux, qui est au début du Scom Manifesto de Valérie Solanas. L'autre, l'opprimé, n'a rien à dire. D'abord parce qu'il n'a pas la parole. Essayer de l'apprendre pourrait lui coûter chaud, il le sait. En régime de tyrannie, le tyran peut être permissif, il n'en a pas moins le pouvoir absolu. Même lorsqu'il octroie la liberté d'expression, il est prudent de ne pas lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. Voilà pourquoi vos fils et filles sont muets. Eh oui. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un harceleur au cul pendant des années. Ou des types qui, parce qu'ils sont vexés, vous tuent. Hein, je vous ramène à Margaret Atwood. Ça se vexe tellement facilement un oppresseur. L'opprimé n'a rien à dire. Ensuite, parce qu'il n'a pas de parole à lui propre. C'est l'oppresseur qui dispose du langage et des connotations ainsi que de la symbolique. Le rapport de classe est toujours formulé premièrement dans les termes de l'oppresseur. Bien, juste, normal, bon pour l'autre, naturel. Et c'est ainsi qu'il doit être senti par tous, surtout l'opprimé.
Sinon, on entend les clameurs, c'est l'oppresseur, bien sûr, qui crie au scandale, au sacrilège, à la vulgarité, au ridicule, au de quoi vous mêlez-vous, au dénaturé, au démodé, au meurtre. Et comme c'est lui qui a la sono, la voix couvre tout. On l'entend d'ici. Qui change les termes déclare la guerre. Et donc là, on va avoir vraiment cette expansion sur qui nomme, qui parle, qui fait du bruit. Dictionnaire du maître ou génie sémantique de la bourgeoisie. C'est génial quand on reprend l'insoutenable légèreté de l'être avec ce dictionnaire des mots incompris qui individualise et psychologise, vite fait nationalise, ces incompréhensions. Alors que quand il y a le pouvoir, on comprend tellement mieux de quoi il s'agit. Dans l'entreprise, les choses sont appelées autrement, afin qu'elles ne soient pas vues comme elles sont. Cette ruse de guerre fonctionne très bien, chacun est pris en apprenant à parler dans le piège de son propre langage, et s'aliène soi-même dans la pensée dominante. Tout ça, les Saint-Simonel l'ont dit, mais pas aussi clairement, il faut le redire. Le maître fut jadis le protecteur de l'esclave, le mari l'est encore de sa femme, le patron est encore de nos jours le généreux donateur de travail à l'ouvrier, qui sans lui mourrait. Le travail est bon. Le colonisateur apporta aux peuplades arriérées les bienfaits de la civilisation et depuis que ces peuplades l'ont viré, il leur apporte encore, il n'a pas de rancune, son aide aux sous-développés. Sur ces terrains, les luttes ont décodé une partie de la parole dominante. Pas tout, et pas pour tout le monde, les gens parlent encore une langue qui les condamne. Et pour chaque mise au jour d'une oppression spécifique, le décodage est à recommencer de zéro. Et en fait, là, ce qu'elle fait par les analogies, donc elle nous dit, il n'y a pas de langage, donc il faut l'inventer. Et donc il faut en déconstruire, en démonter un et en construire un autre. Et elle nous explique aussi qu'il faut donc également reconnaître les mêmes structures, les mêmes rapports dans les différentes oppressions, les différents rapports de pouvoir. Et c'est pour ça que les analogies restent importantes. Parce que ces analogies, elles permettent de mettre en avant la similitude et en fait l'uniformité, avec évidemment les variations, des rapports de pouvoir. Et pour chaque mise au jour d'une oppression spécifique, le décodage est à recommencer de zéro. Avec du coton dans les oreilles pour ne pas entendre les cris d'écorchés de l'oppresseur, pour qui chaque mot rétabli dans sa signification est une banderie. Le coton dans les oreilles, on s'en rappelle, c'est une image d'Estance à Sophie. Il faudrait un dictionnaire complet, travail de Chartreux. En attendant, on va décoder une parcelle ayant plus ou moins trait au sujet. La société, l'entreprise mondiale d'exploitation. La civilisation, culture et structure mentale des plus forts. On se rappelle, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie des dominants. Progrès, expansion de l'entreprise. Monde libre, monde où l'entreprise a les mains libres. État, agence nationale de l'entreprise mondiale d'exploitation. Idéal, intérêt de la classe dominante. Intérêt public, intérêt privé fait loi. Bienfait, exploitation qui laisse la vie. Aide à, exploitation de. Protection, contrôle. Harmonie, silence des opprimés. Fausse note, désordre, voix des opprimés. Caprice, irrationnel, désir des opprimés. On se rappelle, nos désirs font désordre. Violence, résistance des opprimés à la violence du maître. Ordre, la loi du maître régnant. Vrai, intérêt du maître. Juste, idem. Bon, idem, avec du sentiment. Devoir, loi du maître, intériorisée. Tendre devoir, idem, concernant les enfants. Naturel, sert le maître gratis. Dénaturé, rebelle, résistant. Démodé, dépassé, ce qui dérange le maître. Biologie, le corps humain réinterprété selon l'intérêt du maître. Anatomie, symbolisation du corps à la même fin. Destin, l'ordre du maître attribué à l'univers et donc inéluctable. Entrer dans la vie, être inséré dans le processus d'exploitation. Normal, adapté au même. Adulte, intégré volontaire ou aveuglé. Enfance,
apprentissage de l'exploitation. Enfant, classe privée d'autonomie. Adolescent, se dit quand enfant devient trop ridicule à dire. Éducation, réduction aux normes imposées par l'entreprise. Bonheur des enfants, réduction sans douleur. Sexualité, mot, sert à neutraliser l'énergie sexuelle. Éducation sexuelle, détournement de cette énergie vers la reproduction. Libération sexuelle, création d'un nouveau marché. Culpabilité, peur d'être puni. Complexe d'Édipe, forfait d'Abraham menant son fils au sacrifice. Famille, unité de production contrôlée par l'entreprise. Mariage, oui au pouvoir sur les enfants. Amour, huile pour permettre le jeu de l'institution familiale. Amour familial, bannière bleue et rose sous laquelle est présenté au public le rapport parent-enfant, quel qu'en soit le vécu réel. Putain, ça a pris une telle acuité avec la manif pour tous. Tout en fait. Amour maternel, au premier plan. Le plus ancien historiquement, solidement ancré sur la biologie, voire plus haut, et le destin, idem. Féminin, exalté par une campagne séculaire d'affiches artistico-religieuses. Complexe socio-émotionnel manipulé aux fins de tenir les femmes à l'écart de la vie publique. Amour paternel, un peu en retrait sur la photo. D'invention récente. Sa force tranquille est appelée à soutenir l'édifice, qui donne des signes d'affaissement. Pour plus de détails sur les deux derniers points, analyse éventuelle de la condition parentale. Amour filial, récent. Également ancré sur la biologie. Sacré, au plus léger doute est mis à son endroit, des cris de douleur s'élèvent, poussés par les adultes. Amour filial a pour fonction de graisser les rouages de transmission de la loi du maître et d'anesthésier la conscience durant les opérations mutilantes. Enveloppée dans les plis de ces drapeaux sacrés, l'image sainte de la famille unie et des enfants aimants poursuit sereinement sa carrière d'intouchable, soutenue au besoin par le bras séculier. Les attaques contre la famille ont toujours été considérées comme démodées, dépassées sans objet, moyennant quoi la famille tient toujours. Courroie de transmission de l'idéologie dominante, Reich, et même productrice d'une morphologie, d'un soma, elle a permis le maintien d'un type coercitif de société, tout en offrant à ses membres des compensations remarquables, tel l'exercice du pouvoir pour les hommes qui n'en ont pas ailleurs et pour les femmes qui n'en ont aucun autre, tel d'autre part les joies de la dépendance, de la fétalité prolongée et le moyen d'échapper à la liberté. La famille est un complexe létal, mais sécurisant. Elle aide à supporter l'insupportable, ce qui dispense d'essayer de le changer. Malheureusement, ce doux pavillon d'amour couvre une opération devenue, pour de bon, dangereuse. Bon. Quelques remarques rapidement sur la façon dont Rochefort mobilise les savoirs. C'est pas de la vulgarisation. Elle est aussi en train de mettre en avant un modèle qui n'existe pas encore. Elle est en train de théoriser. Mais elle théorise pas comme une chercheuse du CNRS ou comme la pure féministe matérialiste, sociologue, anthropologue, avec la revue scientifique, machin, etc. Elle théorise, alors avec globalement les mêmes logiques derrière, mais donc qui vont être aussi donc, de repérer des communs, mais ça fonctionne globalement par réduction, modélisation en fait, et de façon un peu plus à l'emporte-pièce, et mêlée, chez Rochefort que chez Guillaumin, Delphi, etc. Ou Nicole Claude Mathieu. Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est qu'elle est en train d'élaborer ce qui peut être donc cette oppression, le modèle pour penser une oppression spécifique, qui n'est pas conceptualisée en tant que telle. Alors qui commence à l'être, etc. Mais c'est ça que se propose l'essai, c'est ça qui manifeste, qu'il y a une oppression spécifique et qu'il faut lutter contre cette oppression-là, et que cette oppression, eh bien, c'est bien elle qui est d'abord, c'est celle fondamentale du patriarcat. Le patriarcat, c'est les pères, hein, c'est pas le mariarcat. C'est aussi le viriarcat, mais moi, c'est pour ça que je tiens vraiment au mot patriarcat devant viriarcat, phallocratie, etc. Pour montrer l'oppression d'abord des pères et retenir ce rôle très particulier qu'ont les mères au milieu de tout ça.
Et c'est vraiment ça qui est au centre de ce que fait Rochefort. Cette réduction et mise en place d'un système, elle pourrait, et par moments, elle s'approche du complotisme, notamment quand c'est ramené à une entreprise d'exploitation volontaire, par exemple des dominants de l'État. Et ça, c'est des moments qui peuvent être, qui ne sont pas des dérapages, mais moi, c'est ceux qui permettent le dérapage vers le complotisme. À une époque, on ne parle pas encore trop de complotisme, mais les liens entre complotisme et féminisme, là, pour moi, ils sont vraiment à creuser. Je sais que c'est en train d'être bossé, j'attends de voir un peu ce qui peut se passer là, parce qu'il y a des structures de pensée qui peuvent être les mêmes. Et là, c'est aussi là où on voit l'intérêt de référer à une scientificité très forte. Est-ce pour autant qu'on va jeter les essais et des moments où il y a des choses qui sont un peu border? Certainement pas. Certainement pas. Parce que là, on est dans les moments de préconceptualisation qui sont en amont, qui vont pas forcément avoir un aval. Il y a pas, on est sur autre chose. On est sur une pensée, non pas sans concept, hein, ça c'est encore autre chose, mais on est sur des moments sans théorisation sur laquelle s'appuyer, mais il faut bien commencer. Et en fait là, ce qu'on attend, c'est la suite. Donc j'ai pas moi lu Bonnardel, mais ce sont des moments qui sont extrêmement importants et qui expliquent aussi, plutôt qu'ils vont montrer, alors parce que c'est vivant, parce que c'est sympa à lire, c'est tâtonnant, etc. Des moments par la mise en dialogue, les questions, l'espèce de fragmentation hein, avec les intertitres, etc. Ça donne la... Voilà, et des moments comme ça, voilà, un peu punchline, très résumé. Mais en fait, ces punchlines et ces résumés, ça sert à rendre manifeste, hein, ça... C'est le, hein, c'est censé vous exploser à la gueule. Et c'est après qu'on théorise. Il y a quand même des étapes où on va commencer à lutter et il y a des conneries. Il va y avoir des conneries. Et par exemple, il y a un moment sur le cul, chez les enfants, c'est un peu compliqué. Parce que en fait, elle parle de l'exploitation des mineurs. Et que les mineurs ne peuvent être protégés que par le tuteur, les parents, mais pas par une personne qu'ils auraient choisie, sinon c'est du détournement de mineurs. Eh bien, ça pose des problèmes. Voilà. Mais c'est en passant, et ça pose d'autres problèmes. Les problèmes, ils se posent pas vraiment chez Rochefort. Faut arrêter. C'est pas Beauvoir ou Rochefort qui ont théorisé la pédophilie dans les années 70. C'est d'autres gens. C'est pas elles. Mais qu'elles aient pas été ultra délimitantes sur ces questions-là, c'est certain. Mais voilà, après, donc il s'agit aussi de doser les responsabilisations, les accusations. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le foisonnement heuristique, le foisonnement d'idées, ici, il se met en place par ce style. Elle pense comme ça. Et ça, en fait, c'est aussi le style qui retranscrit les discussions militantes, par exemple, entre militantes, et de comment ça se passe. Et en fait, la punchline fait penser, est un moment de pensée. Elle contient un embryon de pensée qui va peut-être après ou non se développer en théorisation, mais ce sont des moments qui viennent après. Et ouais, je veux dire, alors je vais pas vous dire le jeu de mots, ouais, je suis pas trop dans le lacanisme, mais encore je connais pas bien Lacan, mais j'ai quand même une assez grande méfiance par rapport à ça. Moi, voilà, je pense pas que le rapprochement de son ou ce genre de choses soit très porteuse de sens, comme l'étymologie, pour moi c'est vraiment ce que les mots ne veulent plus dire. Ça veut pas dire qu'ils l'ont pas dit, ça veut dire autre chose. Mais en revanche, je crois qu'il y a des vertus heuristiques à l'analogie, au moins pour penser, et qu'après on a le droit de penser plus. Et qu'il ne faut pas s'en tenir à l'analogie, par exemple. Qu'il faut aller plus loin. Et moi, voilà, je garderai... je garde la scientificité, je garde la science, absolument. Mais je pense que ces moments de foisonnement sont extrêmement précieux. Et alors, en plus, ils font du bien par là où ils passent. Et je vous remercie.